Bismillah. C'est rudement gentil à vous de nous conduire dans votre voiture personnelle, Warrington, dit Peter avec chaleur. Warrington sourit. Au volant de sa Ford, il suivait la route côtière qui longeait le Pacifique. À quelque distance, devant lui roulait la corvette mauve de Patricia Osborne. Une Rolls-Royce plaquée or n'est pas la voiture idéale pour filer quelqu'un, répondit le grand chauffeur roux. Quelque temps plus tôt, ayant gagné le premier prix d'un concours, Hannibal s'était vu décerner un lot original. Le droit d'utiliser pendant un mois une vieille Rolls aux enjoliveurs dorés, conduite par un certain Warrington. Celui-ci, qui était le type même du chauffeur anglais bien stylé, avait fidèlement servi les trois jeunes détectives au cours de précédentes investigations. Une fois les 30 jours écoulés, un client généreux s'était arrangé pour que les trois amis puissent encore utiliser la Rolls selon leurs besoins. Entre-temps, Warrington avait pris tellement d'intérêt aux enquêtes de ces jeunes passagers qu'il se considérait un peu comme le quatrième détective de la firme. Aussi, ce matin-là, en réponse à l'appel téléphonique d'Hannibal, qui réclamait ses services, avait-il spontanément proposé sa voiture pour filer Mademoiselle Osborne et Hugo Falsell jusqu'à leur mystérieux rendez-vous. La voilà qui s'engage dans Sunset Boulevard, annonça brusquement le chauffeur. Ne la perdez pas de vue au feu rouge, recommanda Hannibal, assis à côté de Warrington. Ne vous en faites pas, répliqua celui-ci en réussissant à passer à l'orange. J'espère qu'elle arrivera à destination avant qu'il ne fasse trop sombre, ajouta-t-il en commençant à grimper la colline qui dominait l'océan. Sunset Boulevard serpente parmi les splendides villas. De temps en temps, au virage, les trois garçons perdaient de vue la voiture mauve. Mais elle reparaissait bientôt, enfin la corvette ralentit. Torrent Canyon, annonça Warrington. Elle ne peut plus nous semer, c'est une impasse. Au même instant, une décapotable orange doubla la Ford et suivit de près la corvette mauve. C'est Madeleine Enderby, la coiffeuse de la tante Pat, expliqua Hannibal. Vous n'avez qu'à suivre sa tête rouge, Warrington, dit Peter. J'imagine qu'elle doit flamboyer même dans l'ombre. Warrington sourit et fila la voiture orange jusqu'à ce que celle-ci s'arrêtât sur un talus herbeux, le long d'un haut mur de briques. D'autres véhicules étaient garés du même côté de la route. Les trois garçons s'aplatirent sur le plancher de la Ford, tandis que Warrington dépassait la corvette mauve, d'où Mademoiselle Osborne et Hugo Falsell étaient en train de descendre. Warrington jetait un coup d'œil dans son rétroviseur. La dame en orange rejoint Mademoiselle Osborne. Bob et Peter regardèrent prudemment par la lunette arrière. Il y a là la berline marron qui se trouvait hier chez les Jamieson, indiqua Bob. Le pâtissier, dit Peter. Comment se rencontre? Warrington conduisit sa voiture un peu plus haut sur la route et s'arrêta à son tour. J'ai compté 11 voitures, dit-il. Les jeunes détectives, regardant derrière eux, aperçurent Madeleine Enderby, la tante Pat et Falsell devant un grand portail de fer surmonté de pics. Falsell dit quelques mots aux deux femmes, puis s'approcha du mur, à droite du portail. Il tendit la main et prit quelque chose dans une sorte de niche. « Il me semble que c'est un téléphone, » murmura Bob. Il ne se trompait pas. Falsell porta le récepteur à son oreille, écouta, parut répondre, puis replaça le combiné dans la niche. Quelques secondes plus tard, un fort bourdonnement parvint aux oreilles attentives des détectives. La grille s'ouvrit. Hugo Falsell et ses compagnes entrèrent dans la propriété. Le portail se referma derrière eux. Warrington et les garçons attendirent. Personne ne parlait. Aucune nouvelle voiture n'apparut dans Torrent Canyon. Puis personne ne s'approcha de la grande grille. Au bout d'un quart d'heure, Hannibal ouvrit la portière de la Ford. « L'assemblée doit être au complet, dit-il. Il ne nous reste plus qu'à tenter de l'étudier de près. » Bob, Peter et Warrington lui emboîtèrent le pas tandis qu'il se dirigeait vers le portail encastré dans le mur de briques. Une fois devant la grille, Hannibal tenta de la pousser, mais elle ne bougea pas d'un pouce. « Fermée à clé, grommela-t-il. Il fallait s'y attendre. » Peter inspectait déjà la niche sur la droite. « Userons-nous du téléphone ?» demanda-t-il. « Cet appareil ne comporte pas de cadran. Il doit être directement relié à la maison. » C'est également mon avis, déclara Warrington. Peter sourit et décrocha. Il entendit un léger déclic à l'autre bout de la ligne, puis une voix qui murmurait. La nuit était noire. En effet, le jour baisse rapidement, répondit Peter. Bonsoir, monsieur. Je suis représentant en confiserie et nous vous offrons en promotion. Un nouveau déclic lui apprit que son interlocuteur venait de couper la communication. Il ne s'intéresse pas à la confiserie, demanda Hannibal. Apparemment non.
soupira Peter en remettant le combiné en place. Quelle façon grossière de vous couper la parole. C'était ce qu'il m'a dit au début. La nuit est noire. Ça m'a tout l'air d'un mot de passe. Si nous faisions partie de la confrérie, nous saurions ce qu'il faut répondre. Bob s'évertuait à regarder au-delà de la grille. Effectivement, dit-il, l'obscurité s'épaissit d'instant en instant. C'est tout juste si l'on peut apercevoir la maison au bout de l'allée. Je trouve même cela curieux. On ne voit aucune lumière. Il disait vrai. Les fenêtres étaient sombres, la maison apparaissait comme une masse noire se découpant sur le ciel bleu nuit. Il y a 11 voitures parquées devant la propriété, rappela Hannibal. 2 d'entre elles ont amené ici 3 personnes que nous avons vues entrer de nos yeux. Cela signifie qu'il se trouve au moins 9 autres personnes à l'intérieur, 12 au total. Qu'allons-nous faire, s'enquit Warrington? Il devrait y avoir au moins une lumière. Les fenêtres sont peut-être masquées par d'épais rideaux, avança Hannibal. Et ces gens peuvent s'éclairer avec des bougies, suggéra Bob à son tour. Les bougies semblent avoir une grande importance dans cette histoire. Les détectives debout sur la route enténébrée évoquèrent par la pensée le groupe bizarre qui, la veille, dans le salon de Jamieson, avait allumé des bougies rouges et fait circuler de main en main un verre plein d'un liquide inconnu. Ils évoquèrent également le bruit qu'ils avaient entendu, ce fredonnement terrible qui ne ressemblait à rien d'autre. « Je me demande si nous l'entendrons cette nuit, » murmura Peter pour lui-même. « Entendre quoi ?» demanda Warrington. « Il est difficile de vous fournir une réponse précise, Warrington, » soupira Hannibal. « Il s'agit de ce que Falsell appelle la voix du serpent, mais il est évident que nous n'entendrons rien du tout si nous restons ici sans bouger. » « Et s'il existait un autre portail ?» hasarda Bob. « C'est possible, » acquiesça Hannibal. « Peut-être même n'est-il pas fermé à clé. Les gens prennent toujours grand soin de verrouiller leur porte d'entrée. Du reste, la cause de pas mal de cambriolages. »« Eh bien, » dit Peter, « allons voir. » Warrington appela Hannibal. « Voulez-vous nous attendre dans la voiture en laissant le moteur tourner au ralenti? Nous ignorons ce qui nous attend là-bas. Peut-être serons-nous obligés de battre en retraite en vitesse. » Le grand chauffeur hésita. « Très bien, dit-il enfin. Je vais faire demi-tour et rester au volant, prêt à partir. » Il se dirigea vers sa voiture, mit le moteur en marche et après un impeccable demi-tour, passa près des garçons pour aller se ranger un peu plus bas sur la route, en position d'attente. Dès qu'il eut éteint ses phares, la nuit parut plus noire que jamais. « Nous aurions dû emporter des lampes électriques, » regretta Peter à mi-voix. « Mieux vaut nous en passer, » opina Hannibal. « Cela risquerait d'attirer l'attention sur nous. Allez, venez. » Les détectives commencèrent à contourner le mur de briques avec prudence. Ils marchaient lentement, en s'arrêtant de temps à autre pour écouter. Aucun bruit ne leur parvenait. À un moment donné, Bob fit un bond et étouffa un cri. Quelque chose avait bougé, presque sous ses pieds, puis s'était enfui. « Un renard » dit Peter vivement. « Tu l'as vu ?»« Non, mais je crois que c'en était un. »« Chut !» ordonna Hannibal. Déjà, ils se retrouvaient sur la chaussée. Ils dépassèrent l'endroit où attendait Warrington et s'arrêtèrent de nouveau devant le portail d'entrée. Ils avaient fait le tour de la propriété sans découvrir de seconde issue. Ils savaient seulement que le domaine occupait une vaste surface, qu'il n'y avait pas de proches voisins et que la maison, au bout de l'allée centrale, était toujours aussi sombre. « Il faut à tout prix escalader ce mur, » décida Hannibal. « Peter, tu es l'athlète de la bande. Je vais m'adosser au mur et te faire la courte échelle. Tu es fou, non ? » « Je ne vois pas d'autre moyen, » dit Hannibal. « Une fois que tu seras là-haut, tu m'aideras à te rejoindre, puis nous hisserons Bob à son tour. Il n'y a rien d'autre à tenter si nous voulons découvrir ce qui se passe dans cette maison. » Peter soupira, comme cela lui arrivait dans les instants critiques. « Je me demande si j'ai vraiment envie de le savoir, » grommela-t-il. Mais quand il vit qu'Hannibal s'apprêtait à monter le premier, il se décida enfin et se mit à grimper avec une agilité surprenante. « Voilà, j'y suis, » annonça-t-il. Il resta un moment, assis sur le mur, à surveiller le jardin enténébré au-dessous de lui. C'est alors que la chose se produit. Un bruit strident déchira la nuit. Une sonnette d'alarme venait de se déclencher. « Descends vite !» cria Hannibal de la route. Au même instant, des projecteurs s'allumèrent. Il y en avait 8, 2 à chaque coin du mur. Peter agrippa les briques à pleine main, assura sa prise, mais hésita avant de sauter. L'intense lumière blanche l'aveuglait. « Saute donc !» hurla Hannibal. Peter s'efforça d'obéir. Il lança ses jambes par-dessus le mur et là, sous sa main, une brique se déroba, glissa et tomba. Et le pauvre Peter tomba lui aussi en arrière et du mauvais côté du mur.